Mesdames et messieurs, si vous pensez que le titre d'aujourd'hui, L'argent a atteint un nouveau sommet, n'est qu'une autre flambée passagère qui s'essoufflera dès que la Réserve fédérale changera une virgule ou qu'un cessez-le-feu fera vibrer les marchés, alors vous regardez la fumée tandis que la maison est déjà en flammes. Car ce que je m'apprête à vous exposer n'est pas un joli motif graphique ni une prévision optimiste. C'est une réaction en chaîne. C'est le genre de situation qui commence discrètement dans les rapports de stock et les contrats d'approvisionnement, puis se manifeste soudainement par des retards de production, des promesses de livraison non tenues et un prix qui ne demande pas votre permission. Et voici le plus effrayant, au moment où les médias financiers grand public commenceront à traiter cela comme une urgence, la fenêtre de positionnement sera généralement refermée. C'est ainsi que fonctionnent ces choses. Elles chuchotent d'abord, puis elles rougissent. Bienvenue sur le réveil financier, où nous décryptons les dynamiques qui transforment le monde de la finance. Si vous appréciez un contenu original et une analyse approfondie, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos réflexions en commentaire. L'histoire que vous entendez est que l'argent est fort, que les objectifs de prix augmentent et que de grandes institutions estiment que nous pourrions atteindre un niveau de prix significatif d'ici le printemps. Très bien. Mais la véritable question est de savoir pourquoi le printemps est si important et pourquoi le marché pourrait passer d'une situation tendue à une situation incontrôlable plus vite que la plupart des gens ne peuvent l'anticiper. Car il ne s'agit pas seulement d'investisseurs, il s'agit d'utilisateurs industriels, il s'agit de chaînes d'approvisionnement, il s'agit d'un matériau stratégique que la civilisation moderne consomme silencieusement chaque jour comme de l'oxygène. Et si cela vous semble dramatique, laissez-moi vous poser cette question. Que se passe-t-il lorsque quelque chose est essentiel, difficile à substituer et soudainement difficile à obtenir? Les prix augmentent-ils doucement ou explosent-ils? Pour comprendre ce qui se passe, le plus simple est de cesser de considérer l'argent comme un simple actif de trading et de commencer à le voir comme un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement n'a pas besoin d'être énorme pour provoquer le chaos. Il suffit qu'il soit suffisamment étroit pour que la demande ne puisse pas s'y écouler. L'argent est utilisé partout, mais en petite quantité par produit, ce qui est précisément la raison pour laquelle les gens sous-estiment le risque. Un peu ici, un peu là, une fine couche dans la pâte solaire, un contact minuscule dans l'électronique, un composant que l'on ne peut pas ignorer car il conduit le courant de manière fiable. Lorsque vous additionnez tous ces petits bouts à travers des milliards d'appareils, des millions de véhicules et des réseaux électriques entiers, vous n'obtenez pas un petit problème, mais un problème structurel. L'un des mythes les plus dangereux sur les marchés est que si le prix monte, l'offre apparaîtra. Parfois, oui, mais cela dépend du temps. Cela dépend des permis. Cela dépend des investissements en capital. Cela dépend de la main-d'œuvre qualifiée, de la capacité de raffinage et de la stabilité politique. En d'autres termes, cela dépend d'un monde qui se comporte de manière prévisible. Et le monde ne se comporte pas ainsi. Voici donc la situation. Pendant des années, le marché mondial de l'argent s'est appuyé sur une astuce simple: puiser du métal dans les stocks de surface pour couvrir les pénuries lorsque l'approvisionnement des mines et le recyclage ne suffisaient pas. Cela fonctionne jusqu'à ce que les stocks soient épuisés et une fois que vous avez vidé le tampon, chaque petit choc devient un choc majeur. C'est pourquoi la discussion sur les stocks en chambre forte est si importante. Ce n'est pas parce que les chiffres des chambres fortes sont amusants, c'est parce qu'ils vous indiquent la quantité de douleur que le système peut absorber avant que quelque chose ne cède. Et si vous avez observé attentivement, vous avez vu ces chiffres évoluer dans une direction qui devrait rendre tout acheteur industriel sérieux, nerveux. Le discours que l'on vous sert souvent est que les réserves d'argent sont suffisantes, que les mécanismes de livraison géreront la situation,
ou qu'il y a toujours du métal quelque part. Ce genre de discours, est-ce que les gens disent juste avant que le marché ne découvre la différence entre la disponibilité papier et la disponibilité physique, car le papier peut être créé en quantité infinie. Le physique, lui, ne le peut pas. Parlons un instant des États-Unis, car c'est là que la conversation devient inconfortable. Il fut un temps où la planification stratégique signifiait des stocks, non pas parce que quelqu'un voulait une jolie feuille de calcul, mais parce que les dirigeants comprenaient que si le commerce mondial devenait chaotique, leurs usines et leurs systèmes de défense ne pouvaient pas fonctionner avec de bonnes intentions. Ils avaient besoin d'intrants. Ainsi, les stocks existaient non pas comme un investissement, mais comme une assurance. Puis, la complaisance s'est installée, le monde semblait stable et les anciennes menaces lointaines. Et comme à chaque ère de confort, les gens ont commencé à vendre cette assurance pour améliorer l'apparence du budget. Cette décision ne semble pas douloureuse lorsque les prix sont bas et que l'approvisionnement est fluide. Elle semble efficace. Mais elle devient un cauchemar lorsque les conditions changent. Car voici la partie que personne ne veut admettre. Lorsque vous liquidez un métal stratégique pendant une période de prix bas, vous ne vendez pas seulement du métal. Vous vendez des options, vous vendez de la résilience, vous vendez du temps. Et le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas racheter pendant une pénurie. La conséquence aujourd'hui est que les États-Unis sont bien plus dépendants des flux externes que la plupart des gens ne le réalisent et la dépendance n'est pas automatiquement un problème tant que quelqu'un d'autre ne contrôle pas le robinet. C'est là que la conversation recoupe la politique mondiale. Lorsque le raffinage, la transformation et les voies d'exportation deviennent concentrées, le pays qui contrôle ces voies gagne en influence. Ils n'ont même pas besoin d'une interdiction spectaculaire. Ils peuvent appliquer des frictions, ils peuvent exiger des licences, ils peuvent rediriger la production vers le marché intérieur, ils peuvent prioriser leurs propres fabricants et chaque petite modification crée des effets d'entraînement importants sur un marché tendu. Vous pourriez penser, d'accord, mais qu'en est-il du recyclage, des substituts, des améliorations technologiques qui utilisent moins de métal? Ce sont des forces réelles, mais ce sont des forces lentes. Et dans une crise d'approvisionnement rapide, les solutions lentes ne vous sauvent pas. Elles arrivent après les dégâts. Le recyclage prend du temps et nécessite une collecte. La substitution nécessite une refonte. La refonte exige des tests, des certifications et un réoutillage de la production. Et pour de nombreuses applications, les substituts ne fonctionnent pas de la même manière, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement échanger des matériaux et considérer le problème comme réglé. Alors, lorsque les acheteurs industriels réalisent que l'approvisionnement se raréfie, ils font ce qu'ils font toujours, ils sécurisent leur approvisionnement. Et c'est là que le marché change de caractère. Car dans un marché normal, les acheteurs commandent ce dont ils ont besoin. Dans un marché de la peur, les acheteurs commandent ce dont ils pourraient avoir besoin. Et ce pourrait est ce qui accélère les pénuries. C'est pourquoi le printemps est important. Non pas parce que le printemps est magique, mais parce que c'est le moment où les cycles d'approvisionnement rencontrent la visibilité. Les contrats sont négociés, les calendriers de production sont finalisés, et si une entreprise ne peut pas obtenir d'argent à des conditions prévisibles, elle doit choisir entre payer plus cher, ralentir la production ou risquer un arrêt. Et si vous pensez qu'un grand fabricant prendra le risque d'un arrêt pour économiser quelques dollars l'once, vous ne comprenez pas la gestion des risques d'entreprise. Ils paieront, ils surpaieront, ils paieront n'importe quoi par rapport au coût d'arrêt d'une opération de plusieurs milliards de dollars. Voici un point essentiel que la plupart des gens ignorent. Même de fortes hausses de prix de l'argent ne se traduisent pas toujours par un pourcentage énorme du coût final du produit. Ainsi, un fabricant peut tolérer des prix de l'argent bien plus élevés avant que cela ne détruise réellement la demande.
Cela signifie que le seuil habituel de destruction de la demande est plus élevé que ce que les gens supposent. Donc, si le prix doit augmenter pour rationner la demande, il pourrait devoir augmenter considérablement. Abordons maintenant la question des objectifs de prix. Lorsque vous entendez une grande institution évoquer un niveau de prix au printemps, ne le traitez pas comme une promesse et ne le considérez pas non plus comme une fantaisie. Traitez-le comme un signal que la pression est visible dans les modèles professionnels. Les institutions sont rarement audacieuses tôt. Elles le deviennent lorsque les calculs penchent déjà dans une direction. Mais voici le piège. Un objectif bien défini suppose un processus ordonné. Il suppose l'absence de choc. Il suppose que les systèmes de livraison restent fiables. Il suppose que les acheteurs ne paniquent pas et que les bourses ne sont pas sous tension. Et les marchés adorent briser cette hypothèse d'ordre au pire moment possible. Alors, laissez-moi vous poser une deuxième question pour les commentaires. Pensez-vous que la prochaine flambée explosive de l'argent commencera par l'afflux d'investisseurs en raison des gros titres ou par la panique des acheteurs industriels en coulisses parce qu'ils ne peuvent pas s'approvisionner? Dites-moi ce que vous croyez qui se produira en premier et pourquoi. Parce que ce qui se produit en premier a tendance à entraîner l'autre. Parlons maintenant des bourses et des stocks livrables en termes simples. Il y a une différence entre le métal en stockage et le métal disponible pour la livraison. Disponible pour la livraison signifie qu'il est alloué, qu'il est warrantable, qu'il est prêt à être déplacé. En période tendue, cette catégorie peut diminuer rapidement parce que le métal qui peut être livré est exactement celui que les gens demandent. Et lorsque les stocks livrables s'épuisent, le marché papier peut toujours coter un prix, mais ce prix devient moins significatif car la capacité de régler physiquement devient plus contrainte. C'est alors que vous obtenez les caractéristiques désagréables d'une squeeze. Les primes se détachent, les écarts se creusent, les retards de livraison s'allongent, et les petits acheteurs sont les premiers à être évincés. Il s'agit de savoir qui a des relations, qui a une allocation, qui peut payer immédiatement et qui peut supporter l'incertitude. Et lorsque cela se produit, le prix affiché à l'écran devient le début d'une négociation, pas la fin. Le tableau général est que l'argent n'est pas seulement une histoire d'investissement, c'est une histoire d'infrastructure, c'est une histoire de sécurité et c'est une histoire de chaîne d'approvisionnement. Et la raison pour laquelle l'action des prix peut devenir violente est que le monde n'a pas de substitut facile ni de moyen facile d'augmenter rapidement l'offre. Cela signifie que le prix doit faire le travail, le prix doit rationner. La contrainte disparaît lorsque de nouvelles offres arrivent ou que la demande s'effondre. Et les chances que l'un ou l'autre de ces scénarios se produisent rapidement sont faibles. Soyons clairs. Rien de tout cela ne vous oblige à croire une histoire parfaite. Vous n'avez pas besoin de croire chaque rumeur. Vous n'avez pas besoin d'accepter chaque projection. Vous avez juste besoin de comprendre la logique de la rareté. Vous avez juste besoin de comprendre ce qui se passe lorsqu'un intrant essentiel rencontre une disponibilité limitée. Vous avez juste besoin de comprendre que lorsque les responsables des achats paniquent, ils ne tweetent pas, ils achètent. Et au moment où vous voyez le tweet, l'achat a déjà eu lieu. Voici ce que je vous invite à faire maintenant, alors que nous concluons. Tout d'abord, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car nous continuerons à suivre cette évolution et vous manquerez des informations cruciales si vous ne tombez sur nos vidéos que par hasard. Ensuite, commentez ci-dessous. Pensez-vous que la prochaine grande hausse sera déclenchée par la peur de manquer des investisseurs ou par la panique industrielle? La vérité est que cette histoire avance, que les gens y prêtent attention ou non. Les stocks ne se reconstituent pas parce que vous les ignorez. Les cycles d'approvisionnement ne ralentissent pas parce que vous l'espérez. Et la politique ne peut pas inverser le décalage temporel nécessaire pour augmenter l'offre. Le temps presse. Et si le printemps est le moment où le marché dans son ensemble se réveille enfin, alors c'est maintenant que le positionnement intelligent se met en place discrètement
avant le tumulte. Permettez-moi maintenant de vous expliquer pourquoi ce moment précis semble différent. Parce que les détails comptent et c'est là que se cachent les rebondissements. Les gens entendent parler de réserves stratégiques et imaginent une pile de lingots sagement rangés comme une exposition de musée. Mais les réserves stratégiques, lorsqu'elles sont réelles, ne sont pas une décoration. Elles sont un amortisseur de choc. Elles sont ce qui maintient votre base industrielle en marche lorsque le monde cesse de coopérer. Et les États-Unis l'avaient autrefois compris. À l'époque où la planification signifiait plus que des slogans, l'argent était traité comme un intrant stratégique. Non pas parce qu'il était joli, mais parce qu'il était performant. Haute conductivité, fiabilité, résistance à la corrosion, un petit composant qui prévient de grandes défaillances. Et lorsque vous pensez au système de défense, aux satellites, aux communications sécurisées, à l'électronique de précision et à la distribution d'énergie, un petit composant n'est pas un petit problème. C'est un point de défaillance unique. Ainsi, les États-Unis ont accumulé des quantités significatives au fil du temps et le but n'était pas de chronométrer le marché. Le but était de ne jamais être otage du marché. Puis le monde a changé, ou du moins les gens ont cru qu'il avait changé. L'ambiance de la guerre froide s'est estompée, les budgets sont devenus politiques et l'hypothèse silencieuse s'est imposée que le commerce mondial livrerait toujours ce dont on avait besoin au moment voulu et à un prix juste pour toujours. Cette hypothèse est la croyance la plus coûteuse des 3 dernières décennies, parce que, une fois cette croyance adoptée, la logique est devenue pourquoi stocker du métal quand on peut stocker des dollars? Pourquoi conserver des stocks quand on peut compter sur un approvisionnement juste à temps? Pourquoi garder une assurance quand on peut économiser un peu d'argent ce trimestre? Et c'est ainsi qu'un matériau stratégique devient un excédent. C'est ainsi que les réserves se transforment en une ligne budgétaire à liquider. C'est ainsi qu'une nation vend son parapluie parce que le ciel semble clair. Mais les parapluies ne sont pas faits pour le beau temps. Le point clé de cette histoire n'est pas de savoir si ces décisions semblaient judicieuses à l'époque. Le point clé est ce qu'elles ont produit aujourd'hui, une perte de profondeur stratégique. Lorsque vous entendez que la position stratégique s'est effondrée d'environ 73% par rapport à son sommet historique, ce n'est pas une phrase poétique, c'est une description de capacité. C'est la différence entre avoir un tampon et n'en avoir aucun. C'est la différence entre absorber une perturbation et être contraint de payer ce que le marché exige. Et oui, le prix est la partie sur laquelle les gens se concentrent. Vous voyez l'argent autour de 92 dollars l'once et votre cerveau veut le simplifier en à la hausse ou à la baisse. Mais la question la plus importante est, à ce prix, un acheteur majeur peut-il réellement s'approvisionner à grande échelle? Parce que si la réponse est pas facilement, alors le prix devient le mauvais point de référence. La disponibilité devient le point de référence. C'est là que l'histoire devient piquante. Lorsque les réserves diminuent et que la dépendance augmente, vous commencez à rivaliser avec tout le monde au moment précis où tout le monde devient également nerveux. Les utilisateurs industriels n'achètent pas comme les particuliers. Ils n'achètent pas parce qu'un graphique semble haussier, ils achètent parce que leur calendrier de production l'exige. Et ils détestent l'incertitude. Alors, lorsqu'ils sentent l'incertitude, ils font la seule chose qui aggrave l'incertitude, ils essaient de s'approvisionner plus qu'ils n'en ont besoin. C'est le début de la thésaurisation. Et la thésaurisation n'est pas motivée par l'avidité, elle est motivée par la peur de la perturbation. Ajoutez à cela la dynamique du déficit mondial, car les déficits sont le tueur silencieux. Dans un marché équilibré, un prélèvement sur les stocks peut être temporaire. Dans un marché déficitaire, un prélèvement sur les stocks est un mode de vie. Le marché vit sur ses réserves et chaque année de déficit creuse davantage ses réserves. Lorsque vous avez plusieurs années consécutives où la demande dépasse l'offre, même si l'écart varie d'une année à l'autre, vous drainez le métal de surface qui servait de coussin. Et une fois que le coussin est mince,
Chaque petit choc est amplifié. Selon les chiffres généraux de l'offre et de la demande discutés sur le marché, la demande mondiale dépasse largement ce que la production minière et le recyclage peuvent confortablement couvrir. Vous entendrez des chiffres qui situent la demande autour de 1-2 milliards d'onces, avec une offre totale plus proche de 1 milliard d'onces, laissant un écart qui peut représenter plus de 200 millions d'onces en une seule année. Et le chiffre exact n'est même pas le point principal. Le point principal est la direction et la persistance. 5 années de déficit consécutifs ne sont pas un cycle. Parlons maintenant du côté des bourses sans nous perdre dans le jargon. Une bourse peut afficher un grand nombre pour le stock total, mais tous les stocks ne sont pas égaux. Certains métaux sont déjà réservés, certains sont dans la mauvaise catégorie, certains sont éligibles mais non offerts. Et ce qui intéresse vraiment le marché, surtout en période de stress, c'est la partie qui est enregistrée et prête à être livrée. Parce que la livraison est le moment de vérité. La livraison est le moment où le papier rencontre le métal. Et si vous avez observé la tendance des stocks enregistrés, l'histoire est unilatérale, la baisse. Des chiffres circulent qui montrent que les stocks enregistrés ont chuté massivement par rapport aux précédents sommets. Et le plus choquant est la rapidité avec laquelle ils peuvent se vider pendant une seule période de forte demande. Car dans un environnement tendu, un retrait important en peu de temps ne réduit pas seulement la disponibilité, il modifie la psychologie. Il indique au marché que quelqu'un avait besoin de métal réel et l'a pris, et une fois ce signal reçu, les autres acheteurs ne veulent pas être les derniers à la fenêtre. Il y a eu une période récente où plus de 33 millions d'onces ont été retirées pour livraison en environ une semaine. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est un signal d'alarme. Et voici le rebondissement. Si ce rythme de retrait se poursuit jusqu'à un mois de livraison important, qu'arrive-t-il à la crédibilité du règlement? Parce que la crédibilité du règlement est le fondement de la fixation des prix. Relions cela à nouveau au calendrier du printemps, car le printemps n'est pas seulement une saison, c'est un ensemble de délais. Les fabricants planifient la production par cycle, ils signent des contrats, ils sécurisent les matériaux, ils établissent des calendriers de livraison, et s'ils ne peuvent pas obtenir les intrants, ils doivent revoir la production. C'est une crise commerciale, pas un événement graphique. La raison pour laquelle les objectifs de prix du printemps attirent l'attention est que le printemps coïncide avec des moments d'approvisionnement où les contrats se heurtent à la réalité. Et lorsque la réalité est tendue, les contrats sont renégociés à des coûts plus élevés. Et lorsque la réalité est rare, les contrats ne sont pas du tout honorés. C'est là que la panique commence. Abordons maintenant l'objectif de prix bancaire que tout le monde répète. Lorsqu'une grande banque évoque un niveau de prix d'environ 135 dollars pour le printemps, il ne faut pas l'interpréter comme un wow, belle hausse. Il faut l'entendre comme il pense que le marché a besoin d'un prix beaucoup plus élevé pour s'équilibrer, car le prix est le levier qui réduit la demande ou augmente l'offre. Mais augmenter rapidement l'offre est difficile. Alors que reste-t-il? Que le prix augmente jusqu'à ce que certaines demandes ne puissent plus se justifier. Voici la réalité inconfortable pour ceux qui supposent que la demande disparaîtra. De nombreuses utilisations critiques peuvent tolérer des prix plus élevés, car l'argent ne représente qu'une petite fraction du coût final. Ainsi, ils continuent d'acheter, de payer, de pousser, et cela signifie que la destruction de la demande, si elle survient, pourrait nécessiter des prix bien plus élevés que ce que les gens attendent. Ajoutons maintenant le levier géopolitique, car c'est là que les marchés tendus deviennent dangereux. Si un grand centre de raffinage resserre les licences d'exportation, augmente les exigences ou filtre qui peut expédier de l'argent raffiné, l'impact peut être immédiat, même si la règle semble technique. Car lorsque l'argent raffiné est concentré via quelques centres de traitement, l'accès devient conditionné par une autorisation. Et l'approvisionnement basé sur des autorisations n'est pas un marché libre, il est contrôlé. Vous entendrez des discussions selon lesquelles de nouveaux seuils de licence ont été mis en œuvre,
que seuls les grands raffineurs bien capitalisés peuvent respecter. Sur le papier, cela ressemble à un contrôle qualité. En pratique, cela peut réduire rapidement le nombre d'exportateurs. Et si le nombre d'exportateurs diminue, le nombre d'acheteurs pouvant sécuriser le métal diminue, et si les acheteurs ne peuvent pas sécuriser le métal, ils se démènent. Et lorsque les acheteurs se démènent, les primes explosent. C'est ainsi qu'un levier politique se transforme en levier de prix. Parlons encore des États-Unis, car la dépendance est importante. Si un pays consomme beaucoup plus d'argent qu'il n'en produit, il doit importer. Et les importations ne sont pas garanties. Elles sont le fruit de relations, de contrats, de voies maritimes. Donc, si les États-Unis doivent importer la majeure partie de leur argent, si la chaîne de raffinage est concentrée et si les stocks s'épuisent, alors les États-Unis ont un problème de vulnérabilité. C'est la conclusion simple. Et une fois que cette conclusion devient indéniable, les planificateurs commencent à agir. Ils négocient des accords d'approvisionnement. Ils encouragent la production nationale. Ils accélèrent les permis. Ils rivalisent discrètement avec les acheteurs privés. Mais voici la dure vérité. Même s'ils font tout correctement, ils sont en retard. Et c'est là que les calculs de rachat deviennent brutaux. Imaginez un gouvernement qui a autrefois déchargé du métal sur un marché endormi lorsque les prix étaient à un chiffre. Et maintenant, il se retrouve face à un monde où l'argent se négocie près de 3 chiffres avant même de parler des primes et des frais de livraison. Pas besoin d'être comptable pour voir le problème. Remplacer les mêmes onces coûte plusieurs fois plus cher, et ce, avant même que l'achat lui-même ne fasse monter le prix. Utilisons une pensée simple à l'échelle. Si l'objectif était de reconstituer même une fraction de ce qui existait il y a des décennies, on parle de dizaines ou de centaines de millions d'onces. Mais le marché n'a pas cela en stock. Attendons poliment. De nombreuses années, la production minière mondiale entière ne dépasse guère 1 milliard d'onces. Et une grande partie de cela est déjà réservée par la demande industrielle et les contrats à long terme. Donc, si un grand acheteur officiel intervient et essaie de s'approvisionner massivement, il n'achète pas seulement. Il est en concurrence avec la fabrication solaire, la production de véhicules électriques, l'électronique, les centres de données, toutes les industries qui ne peuvent pas faire une pause et attendre. C'est pourquoi un programme de stockage gouvernemental ne calme pas un marché comme celui-ci, il le tend. Voici le rebondissement. Si les acheteurs officiels commencent à négocier des approvisionnements à long terme directement avec les mineurs et les raffineurs, qu'advient-il de l'offre flottante sur le marché libre dont tout le monde dépend? Elle diminue. Et lorsque l'offre flottante diminue, la volatilité augmente parce que moins d'onces sont disponibles pour absorber les chocs. C'est aussi pourquoi l'idée de 135 dollars d'ici le printemps peut être conservatrice, non pas parce que quelqu'un veut faire de la publicité, mais parce que le marché pourrait avoir besoin de plus qu'une modeste réévaluation pour convaincre la demande marginale de s'écarter. Si les acheteurs critiques peuvent tolérer des coûts plus élevés, alors le prix doit monter plus haut pour opérer le rationnement. Et si vous pensez, bien sûr, mais la bourse gérera sûrement la livraison, rappelez-vous ceci, les bourses ne créent pas de métal, elles gèrent des créances. Lorsque les créances se heurtent à des limites physiques, les règles changent, les marges augmentent, des incitations au règlement apparaissent, les délais s'allongent et le public apprend en temps réel qu'une promesse et un lingot ne sont pas la même chose. La question n'est donc pas de savoir si l'argent peut monter, mais si le système peut rester calme pendant ce processus. Et surveiller la composition de la demande, car elle devient plus tenace, pas moins. Les panneaux solaires ne demandent pas la permission avant de consommer de la pâte d'argent. Les véhicules électriques ne fonctionnent pas sans contact et système de contrôle fiable. L'informatique haute performance et le matériel d'IA continuent de croître et ces serveurs ne sont pas construits à partir de vœux pieux. Même les mises à niveau comme la 5G, la modernisation des réseaux électriques
et les dispositifs médicaux avancés consomment silencieusement de l'argent comme une ville consomme de l'eau constamment. C'est pourquoi l'argent peut beaucoup augmenter avant que le consommateur moyen ne le ressente directement. Dans de nombreux produits, la teneur en argent est une petite part du coût total, ce qui signifie que les fabricants peuvent continuer à acheter même si le prix grimpe. Ils se plaindront, ils presseront les fournisseurs, ils essaieront d'économiser des onces, mais ils ne s'arrêteront pas à moins que le marché ne les y force. Alors, quand vous entendez parler de destruction de la demande, posez-vous la vraie question: à quel prix cela commence-t-il réellement? Et si vous vous trompez, vous apprendrez la leçon à la dure, comme tout le monde. C'est là que l'effondrement de 73% devient plus qu'une statistique. Cela devient l'histoire d'une option perdue. Dans le passé, si l'offre se resserrait, il y avait des tampons, il y avait du jeu. Aujourd'hui, le jeu est plus petit. Et quand le jeu est plus petit, les prix se comportent comme un ressort. Vous appuyez d'un côté et il se tend de l'autre. Si vous êtes toujours avec nous, voici le prochain rebondissement. Et si le prochain grand mouvement ne commençait pas du tout par un gros titre? Et si cela commençait par une ruée discrète sur les achats qui épuisent les derniers stocks livrables et que le gros titre n'apparaisse qu'après coup lorsque le marché est déjà réévalué? Car c'est souvent ainsi que se produisent les vrais mouvements. Le public ne voit la fumée qu'après que le feu s'est propagé. Je vais dire quelque chose qui irritera certaines personnes. Lorsque vous voyez le récit dominant crier soudainement «Vendez maintenant» ou «C'est le sommet», vous devriez considérer la possibilité que les campagnes de peur soient conçues pour secouer les mains faibles. Cela ne signifie pas que chaque avertissement est faux. Cela signifie qu'il existe des incitations. Si vous avez une histoire de succès à partager, même en une seule phrase, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Les gens ont besoin de voir ce qui est possible, surtout lorsque les gros titres sont conçus pour effrayer. Alors, passons à la question de savoir ce qui se passe ensuite, car c'est là que réside l'attention. À mon avis, il y a deux grandes voies. Dans la voie la plus calme, le prix augmente, les primes restent élevées et le marché s'équilibre à des niveaux plus élevés, tandis que l'offre essaie de répondre lentement. Dans la voie chaotique, les stocks s'épuisent plus rapidement, le stress de la livraison augmente et le marché connaît des pics et des creux prononcés alors que les participants se bousculent et que les bourses resserrent les règles. La différence entre ces voies est la confiance. Et la confiance peut se briser rapidement si la disponibilité physique continue de se resserrer. Il y a une raison pour laquelle le calendrier du printemps revient sans cesse. C'est un calendrier de points de stress. Ce n'est pas du mysticisme. Donc, si vous surveillez le marché, les achats du printemps et les grandes fenêtres de livraison sont des périodes où vous voulez être très attentif aux changements de stock, aux primes et à toute mention de retard. Ramenons maintenant les niveaux de prix à un cadre humain. 92 $ n'est pas la fin, c'est un signal. 135 $ n'est pas la fin, c'est un marqueur de stress. Et dans un scénario désordonné, des dépassements se produisent. C'est ce que font les paniques. Mais voici la clé. Après un dépassement, le marché ne revient pas nécessairement à l'ancien monde. Parfois, l'ancien monde a disparu. Si le marché réévalue parce qu'il réalise que l'offre est structurellement contrainte, alors la ligne de base change, le plancher se déplace et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de saisir un pic, mais de reconnaître un changement de régime. Vous vous demandez être quoi faire avec tout cela? Premièrement, gardez vos émotions à l'écart. L'émotion coûte cher. Deuxièmement, restez informé. Troisièmement, surveillez les signaux physiques, les primes, les délais de livraison, le langage d'allocation, les catégories de stock. Et quatrièmement, décidez de votre plan avant que le marché ne devienne bruyant, car les marchés bruyants sont le pire moment pour inventer un plan. Pour conclure, je vais ramener tout l'argument à une idée simple. L'argent est rare
d'une manière qui compte. Il est rare sous forme livrable. Il est rare à grande échelle. Il est rare sous la pression du temps. Et la rareté sous la pression du temps est ce qui produit une réévaluation violente. Alors, ne vous laissez pas distraire par le bruit quotidien. Ne laissez pas les gros titres vous faire oublier la logique structurelle. Surveillez les tampons, surveillez les flux, surveillez le comportement des vrais acheteurs. Abonnez-vous et laissez votre commentaire. Frénésie des investisseurs d'abord ou panique industrielle d'abord. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.